Le piège constitutionnel, comment Biya a verrouillé le Cameroun pour l'éternité. Imaginez. Vous êtes parlementaire. Élu par votre peuple. Mandaté pour défendre ses intérêts les plus fondamentaux. On vous remet un document. Un texte. Pas n'importe lequel, une réforme constitutionnelle. Le genre de texte qui engage un pays entier pour les 30, 40, 50 prochaines années. Le genre de texte que des juristes, des constitutionnalistes, des experts passent des mois à décortiquer, à analyser, à débattre. On vous dit, vous avez 2 heures. 2 heures. Pour une constitution. Dans un pays de 30 millions d'habitants. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie vraiment. 2 heures, c'est le temps d'un film. C'est le temps d'un match de football. C'est le temps qu'il faut pour traverser Yaoundé un jour de bouchon. Et c'est le temps qu'on a accordé aux représentants du peuple camerounais pour examiner un texte qui va redéfinir les fondations mêmes de leur république. Ce qui s'est passé le 4 avril 2026 au Congrès camerounais n'est pas simplement une réforme constitutionnelle. C'est l'autopsie d'une démocratie. C'est le moment précis où un système politique a retiré son masque tranquillement, méthodiquement, presque avec élégance, pour montrer ce qu'il a toujours été. Et ce que Jeune Afrique a documenté dans son enquête du 9 avril 2026 dépasse largement la création d'un simple poste de vice-président. Ce que nous allons décrypter ensemble aujourd'hui, c'est la mécanique d'un piège. Un piège construit sur des années. Un piège dans lequel l'opposition camerounaise vient de tomber, les yeux grands ouverts, sans pouvoir rien faire. Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre va changer votre façon de regarder la politique camerounaise. Partie 1. Contexte des faits. Le congrès du 4 avril, une formalité habillée en démocratie. Pour comprendre ce qui s'est joué le 4 avril 2026, il faut remonter un peu en arrière. Il faut comprendre comment le décor a été soigneusement préparé longtemps avant que les caméras ne se braquent sur l'hémicycle. Le Cameroun vit depuis plusieurs années sous un régime qui a perfectionné un art particulier, celui de construire des majorités avant même que les votes n'aient lieu. Ce n'est pas une accusation. C'est un mécanisme documenté, analysé, et que même les sources proches du pouvoir reconnaissent sans gêne excessive. Voici comment cela fonctionne. Grâce au report répété des élections législatives et municipales, des reports qui ont parfois duré des années, le président Paul Biya s'est retrouvé à la tête d'une majorité parlementaire taillée sur mesure. Une majorité dont la fidélité n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un calcul politique millimétré. Comme le confirme une source au sein même de l'Assemblée nationale, citée par Jeune Afrique, le président savait qu'il pouvait compter sur cette majorité pour faire adopter, sans difficulté, les textes les plus sensibles. Traduction en langue simple, le vote du 4 avril était joué d'avance. Le Congrès n'était pas un lieu de délibération. C'était une chambre d'enregistrement. Mais attendez. Ce n'est pas tout. Car au-delà de la mécanique électorale, il y a la question du texte lui-même. Cette réforme constitutionnelle crée un poste de vice-président de la République. Un poste inédit dans l'architecture institutionnelle camerounaise. Et c'est précisément là que les choses deviennent intéressantes et inquiétantes. Dans la plupart des démocraties qui connaissent ce type de poste, le vice-président est élu. Il est adossé à un ticket présidentiel. Il tire sa légitimité du suffrage populaire. Il représente, en quelque sorte, une assurance démocratique, la garantie que si le président venait à disparaître, à être incapacité ou à démissionner, le pays ne basculerait pas dans le vide institutionnel. Mais au Cameroun, quelque chose de fondamental est différent. Ce vice-président ne sera pas élu. Il sera nommé. Nommé par le président lui-même. Ce détail, apparemment technique, apparemment anodin, change absolument tout. Et c'est ce que l'opposition a compris immédiatement, avec une lucidité que la vitesse du processus n'a pas réussi à émousser. Joshua Ozi, président du Social Democratic Front, le SDF, l'a dit avec une clarté chirurgicale depuis l'hémicycle, le 3 avril, la veille du vote, nous avons disposé de moins de 2 heures pour examiner un texte qui engage pourtant l'avenir institutionnel de notre pays. 2 heures. Cette phrase a résonné dans la salle comme un verdict. Pas seulement comme une plainte procédurale. Comme le résumé d'une situation politique qui dépasse largement la question du temps accordé à un débat. Parce que ce que cette phrase dit, en filigrane, c'est ceci, peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous proposez, peu importe la qualité de vos arguments, la décision est déjà prise. Vous êtes là pour la forme. Vous êtes là pour que l'on puisse dire qu'il y a eu un débat.
Vous êtes, en quelque sorte, les figurants d'une mise en scène démocratique. Et c'est là que le drame commence vraiment. Partie 2, le conflit, quand l'opposition se retrouve face à un mur. Face à ce verrouillage institutionnel, l'opposition camerounaise a eu à faire un choix. Un choix difficile. Un choix douloureux. Et selon Jeune Afrique, les différentes formations politiques n'ont pas opté pour la même stratégie, avec, au bout du chemin, exactement le même résultat. La première stratégie, c'est celle du SDF. La rupture. Le retrait. Le boycott. Après avoir vu son amendement rejeté, un amendement qui proposait, sur la question anglophone, l'élection d'un ticket présidentiel conjoint, composé d'un représentant de l'ancien Cameroun occidental et d'un représentant de l'ex-Cameroun oriental, le parti de Joshua Ozzie a claqué la porte. Littéralement. Ces parlementaires ont quitté la plénière du Congrès, refusant de cautionner par leur présence un vote dont l'issue leur semblait indigne. Ce geste est important. Parce que le SDF n'est pas un parti révolutionnaire. Ce n'est pas une formation habituée aux coups d'éclat. Jeune Afrique le note avec une précision significative, ce boycott est inhabituel pour une formation perçue comme prudente dans ses rapports avec le pouvoir. En d'autres termes, même les plus raisonnables, même les plus accommodants, ont fini par dire non. Mais voilà ce qui est cruel dans cette situation. Le boycott, aussi symboliquement fort soit-il, ne change rien au résultat final. Le Congrès s'est réuni. Le texte a été soumis au vote. Et la majorité RDPC, solidement ancrée, arithmétiquement implacable, a adopté la réforme sans difficulté. L'absence du SDF n'a pas créé de vide. Elle a simplement montré que le vide existait déjà. La deuxième stratégie, c'est celle de Cabral Libye et du PCRN. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Eux ont fait un choix différent. Ils ont décidé de rester. De se battre de l'intérieur. De résister pied à pied, amendement après amendement, proposition après proposition. Et ce que Jeune Afrique décrit dans son enquête, c'est une séquence presque douloureuse à lire. Validation parlementaire de la nomination du vice-président, rejetée. Limitation des mandats présidentiels à 7 ans renouvelables une seule fois, rejetée. Renforcement de la transparence patrimoniale des hauts fonctionnaires, rejeté. 1. Sans discussion approfondie. Sans débat réel. Comme si les amendements étaient présentés uniquement pour que quelqu'un puisse appuyer sur le bouton qui dit non. Cabral Libye, lui, n'a pas été avare de mots. Et Jeune Afrique rapporte sa conclusion avec une acuité qui force le respect, un pouvoir qui se nomme lui-même n'est pas une démocratie, c'est un cercle fermé. Prenez le temps de mesurer la portée de cette phrase. Un pouvoir qui se nomme lui-même. C'est précisément ce qui est en jeu ici. Sous l'ancien système, si le président venait à être incapacité, pour quelque raison que ce soit, c'est le président du Sénat qui assurait l'intérim et organisait de nouvelles élections dans les 90 jours. Le peuple avait, in fine, le dernier mot. Avec le nouveau système, la séquence change radicalement. Le vice-président nommé, rappelons-le, par le président lui-même, prend le relais. Sans élection. Sans consultation populaire. Sans que le peuple camerounais ait eu son mot à dire sur l'identité de cette personne. C'est ce que Rebecca Enonchon, activiste citée par Jeune Afrique, traduit avec une formule redoutablement efficace, avec ce vice-président nommé, le peuple est écarté. Le même régime pour la perpétuité. 3 mots. 3 mots qui concentrent la peur de toute une opposition. Pour la perpétuité. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a une victime de cette réforme que personne n'avait vraiment anticipée. Une victime qui vient, paradoxalement, du cœur même des équilibres que le régime prétend préserver. Partie 3, révélation et décryptage, le septentrion piégé, le peuple écarté. Il y a dans la politique camerounaise une logique des équilibres régionaux qui structure tout. Les nominations, les postes, les alliances, tout est pensé à travers le prisme des équilibres entre le nord et le sud, entre l'ouest et l'est, entre les communautés anglophones et francophones. C'est un système complexe, implicite, jamais totalement formalisé, mais absolument réel. Et c'est dans ce système que la réforme constitutionnelle du 4 avril vient de créer un séisme discret, mais profond. Voici le fait. Aboubakari Abdoulaye, fils du Grand Nord, venait tout juste d'accéder à la présidence du Sénat. Un poste immense. Un poste symboliquement chargé. Parce que dans le protocole institutionnel camerounais, le président du Sénat est la deuxième personnalité de l'État. Il est,
En cas de vacance du pouvoir présidentiel, l'homme qui prend les commandes. Provisoirement, certes, mais avec un poids politique considérable. Pour le Septentrion, cette région du Grand Nord qui entretient avec le pouvoir central une relation aussi complexe qu'essentielle, cet accès à la présidence du Sénat était perçu comme une reconnaissance. Une consolidation. Une garantie de leur place dans les équilibres du pouvoir camerounais. Mais maintenant, avec la création du poste de vice-président, Aboubakary Abdoulaye n'est plus la deuxième personnalité de l'État. Il devient la troisième. Le vice-président nommé s'intercale entre lui et le président de la République. Et cette descente d'un rang, dans la culture politique camerounaise, n'est pas anodine. C'est un message. Une redistribution des cartes. Une reconfiguration des équilibres. L'activiste Guibaï Gattama, cité par Jeune Afrique, résume le paradoxe avec une acuité percutante. Le Septentrion vient de vivre une séquence classique dans la politique biaïste, donner d'une main et reprendre de l'autre. On offre un poste symboliquement fort, la présidence du Sénat, et quelques semaines plus tard, on crée un poste encore plus fort, qui relègue le premier au second plan. La mécanique est subtile. Elle est élégante, même. Mais elle est implacable. Des élites nordistes ont commencé à exprimer leur mécontentement. Pas publiquement, pas frontalement, ce n'est pas le style. Mais dans les cercles feutrés, dans les couloirs, dans les conversations à voix basse que les journalistes sérieux savent aller chercher, la grogne est perceptible. On dénonce ce qui est perçu comme un piège politique. Une région qui croyait avoir gagné quelque chose s'aperçoit qu'elle a peut-être perdu autre chose. Mais c'est peut-être la question institutionnelle fondamentale qui est la plus révélatrice de tout. Revenons à Rebecca et Nonchon et à cette formule que nous avons citée plus tôt, avec ce vice-président nommé, le peuple est écarté. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Sous l'ancienne architecture constitutionnelle, si le président de la République venait à mourir, à démissionner ou à être dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, le président du Sénat prenait l'intérim et organisait des élections présidentielles dans les 90 jours. C'était une séquence courte, certes, mais c'était une séquence démocratique. Le peuple allait voter. Le peuple choisissait. Avec le nouveau système, cette séquence disparaît. Le vice-président nommé, pas élu, redevable uniquement à celui qui l'a nommé, prend le relais. Pour combien de temps? Selon quelles règles? Avec quel mandat démocratique? Ce sont des questions que l'opposition a posées. Des questions auxquelles les débats de 2 heures n'ont pas permis de répondre sérieusement. Et c'est là que se trouve le vrai cœur du débat. Pas dans la question de savoir si un vice-président est une bonne ou une mauvaise idée en soi. Mais dans la question de savoir comment ce vice-président est désigné, à qui il est redevable, et ce que sa nomination, par opposition à son élection, dit sur la nature réelle du système politique camerounais. Parce qu'un vice-président élu est un contre-pouvoir potentiel. Il a sa propre légitimité. Il peut, le cas échéant, avoir ses propres idées, ses propres ambitions, son propre programme. Il est politique dans le sens fort du terme. Mais un vice-président nommé est autre chose. C'est une extension du président. C'est une courroie de transmission. C'est la garantie institutionnelle que si quelque chose venait à changer au sommet, le système resterait, dans ses grandes lignes, identique à lui-même. Le même régime pour la perpétuité. Partie 4. Analyse satirique, le Cameroun, champion du monde du verrouillage démocratique. Permettez-nous maintenant de prendre un peu de recul. De lever la tête des documents juridiques, des analyses constitutionnelles, des citations de parlementaires. Et de regarder la situation avec cet œil particulier que les Camerounais ont développé au fil des décennies, cet humour qui n'est pas la légèreté, mais la lucidité habillée en ironie. Il faut reconnaître une chose à ce système, il est cohérent. D'une cohérence redoutable. D'une cohérence que même ses adversaires admirent malgré eux. Pensez-y. Pour réussir ce que le gouvernement camerounais vient de réussir, il faut une organisation d'une précision horlogère. D'abord, vous reportez vos élections. Pas une fois, plusieurs fois. Suffisamment longtemps pour que votre majorité parlementaire, qui aurait pu être remise en question par des urnes imprévisibles, reste solidement en place. Vous gérez le calendrier électoral comme un jardinier gère ses saisons. Vous plantez et vous récoltez quand vous voulez. Ensuite, quand votre majorité est parfaitement en place, taillée, ajustée, fidèle, vous convoquez votre congrès. Vous accordez aux représentants du peuple le temps qu'il faut. 2 heures. Ni plus, ni moins. Assez pour qu'on puisse dire qu'il y a eu un débat.
Pas assez pour que ce débat puisse être substantiel. Et puis vous faites voter votre texte. Et le texte passe. Bien sûr qu'il passe. Il ne pouvait que passer. C'est une mécanique. Une belle mécanique. Cynique, oui. Antidémocratique, peut-être. Mais d'une efficacité que personne ne peut vraiment nier. Mais voilà où la satire camerounaise entre en jeu. Parce qu'il y a dans tout cela quelque chose d'absurde qui mérite d'être souligné. On nous dit que cette réforme renforce la stabilité institutionnelle. Qu'elle prépare l'avenir. Qu'elle modernise les institutions camerounaises. Des mots nobles. Des intentions affichées louables. Mais regardons la réalité en face avec le sourire particulier que l'on a quand on entend quelqu'un vous expliquer que la pluie qui tombe est en réalité de la rosée. Un vice-président qui n'est pas élu. Un processus parlementaire expédié en 2 heures. Des amendements rejetés en bloc. Une opposition qui boycotte ou qui résiste pour la forme. Une région entière, le Septentrion, qui se retrouve à reculer d'un rang protocolaire au moment même où elle pensait avoir consolidé sa position. Si c'est cela la modernisation institutionnelle, on attend de voir ce que donnerait un statu quo. Mais ce qui est vraiment savoureux, si l'on peut utiliser ce mot dans un contexte aussi sérieux, c'est la réaction de l'opposition elle-même. Parce que l'opposition camerounaise vit depuis des décennies dans une contradiction fondamentale. D'un côté, elle dénonce le verrouillage. Elle crie à l'injustice. Elle formule des analyses brillantes, des critiques percutantes, des propositions ambitieuses. Cabral Libye ne manque pas d'intelligence politique, ses amendements étaient solides, ses arguments cohérents. Joshua Ozi a eu le courage symbolique de boycotter ce qui, dans le contexte camerounais, n'est pas un geste anodin. Mais de l'autre côté, cette même opposition participe. Elle siège dans des parlements dont elle conteste la légitimité. Elle présente des amendements dans des débats dont elle sait qu'ils sont joués d'avance. Elle joue un rôle dans une pièce dont elle n'a pas écrit le script et dont elle ne choisit pas la fin. Et ce n'est pas un reproche gratuit. C'est une observation politique. Parce que le choix de participer à un système que l'on dénonce comme illégitime est lui-même un choix politique aux conséquences profondes. Il légitime le système. Il lui donne une apparence de pluralisme. Il permet à ceux qui observent de l'extérieur de dire, voyez, il y a un débat, il y a des partis différents, il y a une vie politique. L'opposition camerounaise est prise dans ce piège-là depuis longtemps. Et le 4 avril 2026, ce piège s'est refermé un peu plus. Mais il y a une dimension encore plus profonde que l'on doit mentionner. Parce que derrière tous les débats sur la procédure, derrière la question du vice-président élu ou nommé, derrière les équilibres régionaux et les amendements rejetés, il y a une question fondamentale que personne ne pose vraiment à voix haute, mais que tout le monde pense. Quelle est la vision du Cameroun que cette réforme dessine pour les 20 prochaines années? Pas pour les prochains mois. Pas pour les prochaines élections. Pour les 20 prochaines années. Parce que les constitutions ne sont pas des documents de circonstance. Ce ne sont pas des règlements intérieurs qu'on révise selon les humeurs de la saison politique. Ce sont des pactes fondamentaux. Ce sont des textes qui définissent la nature même d'un État, ses valeurs, sa relation avec ses citoyens, les règles du jeu que tous acceptent de respecter. Et quand un tel texte est adopté en 2 heures, dans un congrès dont la majorité était construite sur des reports d'élections, avec des amendements de l'opposition rejetés en bloc et un parti d'opposition qui boycotte la séance, que dit-on sur la nature de ce pacte? Avec qui est-il vraiment conclu? C'est la question que Cabral Libye pose, à sa façon, quand il parle de cercle fermé. Un cercle fermé, par définition, n'inclut pas tout le monde. Un cercle fermé ne fait pas de pacte avec l'extérieur. Un cercle fermé se referme sur lui-même. Et c'est peut-être là le vrai sens de cette réforme constitutionnelle. Pas une modernisation. Pas une préparation de l'avenir. Mais une consolidation. Un renforcement des murs. Une façon de dire, dans le langage des institutions, nous avons pensé à tout, nous avons fermé toutes les portes, nous avons anticipé toutes les sorties de secours, et nous vous présentons le résultat. Conclusion, le piège est fermé. Et après? Voilà. Nous sommes arrivés au bout de cette analyse. Et si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez devant vous une image assez précise de ce qui vient de se passer au Cameroun. Le 4 avril 2026, dans un congrès réuni en 2 heures, avec une majorité taillée sur mesure, face à une opposition qui boycottait ou résistait sans pouvoir influer sur le résultat, le Cameroun a adopté une réforme constitutionnelle qui crée un vice-président nommé, et non élu.
Cette décision reconfigure fondamentalement la succession présidentielle. Elle écarte le peuple d'une décision qui lui appartenait. Elle relègue le président du Sénat et avec lui, symboliquement, toute une région d'un rang protocolaire. Et elle pose une question à laquelle personne n'a encore véritablement répondu, qui sera ce vice-président? À qui sera-t-il redevable? Et pour combien de temps ce système, ainsi renforcé, sera-t-il en mesure de se reproduire? L'opposition est prise dans un piège. Un piège qu'elle dénonce avec intelligence, avec passion, parfois avec éloquence. Mais un piège quand même. Parce que dénoncer un piège depuis l'intérieur du piège, c'est important, mais ce n'est pas suffisant pour en sortir. La mécanique biaïste, telle que Jeune Afrique l'a documentée, telle que nous venons de l'analyser ensemble, repose sur une vérité simple et brutale, le temps. Les reports d'élections. La patience institutionnelle. La capacité à construire ses majorités avant les votes, à fermer ses portes avant les débats, à rendre ses décisions irréversibles avant que l'opposition ne puisse se mobiliser. C'est un art politique. Un art cynique. Un art qui se pratique sur le long terme et qui laisse ses adversaires toujours en position de réaction, jamais en position d'initiative. Et pendant ce temps, à Yaoundé comme à Maroua, à Douala comme à Bafoussam, à Garoua comme à Bertoua, des millions de Camerounais observent. Certains avec indignation. Certains avec résignation. Certains avec cet humour noir particulier qui est peut-être la forme de résistance la plus authentique que ce pays ait jamais produite. Mais au-delà des analyses, au-delà des satires, au-delà des décryptages, il y a une question simple. Une question directe. Une question que nous vous posons à vous, qui regardez cette vidéo, qui vivez cette situation de près ou de loin. Dans un système où la Constitution se change en 2 heures, où les amendements de l'opposition se rejettent en bloc, où le vice-président se nomme sans passer par les urnes, quelle est la prochaine étape pour ceux qui croient encore que le Cameroun peut être gouverné autrement? C'est la question. Posez-la dans les commentaires. Débattez-en. Parce que les réponses que vous apportez aujourd'hui, en tant que citoyen, en tant qu'électeur, en tant que Camerounais de la diaspora ou du pays, sont peut-être plus importantes que tous les discours des parlementaires de l'opposition réunis. Le piège est fermé. Mais les serrures, dans l'histoire, n'ont jamais été éternelles.